Le Moyen-Orient au 20e siècle, quand on se libère enfin des grandes puissances coloniales pour finalement tomber sous l'autorité des blocs de la guerre froide. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors jusqu'ici, dans cette série de capsules historiques, on a vu à quel point les puissances coloniales avaient joué un rôle déterminant dans le destin de bien des continents, notamment l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie. Et on a vu également donc à quel point la décolonisation a joué un rôle aussi dans l'avenir de ces pays-là. Cela dit, il y a une région sur laquelle on s'est assez peu étendu jusqu'à maintenant et il est bon de revenir un peu en arrière pour comprendre tout ça. Je parle ici du Moyen-Orient, du Proche et du Moyen-Orient. Alors donc, cette région où l'on trouve, par exemple, l'Arabie saoudite, le Liban, Israël, etc. Donc, cette région va connaître bien des bouleversements au cours du 20e siècle. Alors, parallèlement à ce qui se passe lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale et à travers la guerre froide, on va voir donc le point de vue oriental durant ces périodes-là. Alors, reculons un peu en arrière et voyons voir au lendemain de la Première Guerre mondiale de quelle façon le destin du Moyen-Orient va être bouleversé. Au tout début de nos capsules historiques, on avait vu à quel point, donc, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'Empire ottoman n'était plus que l'ombre de lui-même, une sorte de géant à genoux. Et justement, lors de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman va rencontrer sa fin. Pourquoi? Parce qu'il va prendre le camp de la Triple Alliance, donc il va combattre aux côtés des Allemands, des Austro-Hongrois. Et comme ceux-ci vont être vaincus, l'Empire ottoman va être démantelé après la Première Guerre mondiale, de la même façon qu'on a fait avec l'Autriche-Hongrie. Donc, il va être morcelé, découpé en plusieurs morceaux. Alors donc, on transforme les anciennes provinces de l'Empire ottoman en mandats confiés à la France et au Royaume-Uni. Et donc, la France et le Royaume-Uni vont gérer ce démantèlement. La France, notamment, va créer à cette occasion-là la Syrie et le Liban. L'Angleterre, de son côté, va créer la Transjordanie, l'Irak et la Palestine. Pour ce qui est de la Turquie, la situation est différente parce que la population se révolte à cette occasion-là, sous la différence d'un homme tout à fait remarquable au point de vue historique, Mustafa Kemal, qui va chasser les armées étrangères et qui va obtenir la signature d'un autre traité, ce qu'on appelle le traité de Lausanne. Et suite à ça, Kemal va abolir le califat. Rappelons-nous que c'est un calife qui régnait sur l'Empire ottoman, donc il abolit le califat et il va créer une république laïque en 1924. Mieux que ça, il va inscrire la laïcité dans la Constitution, il supprime l'islam en tant que religion officielle et il prend ses distances avec la charia en abolissant les instances qui en découlent. Et donc, il va même donner le droit de vote aux femmes. Donc, de façon générale, il va, et pas pour le bonheur de tous, il va occidentaliser la Turquie. Et parallèlement à ça, dans la péninsule arabique plus au sud, un certain Abd el-Aziz ibn Saoud va créer le royaume d'Arabie saoudite, sur lequel on reviendra plus tard. Et que se passe-t-il au lendemain, donc, de tous ces bouleversements, tous ces changements? Ben, les peuples arabes vont s'estimer trahis par les Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils rêvaient, du moins plusieurs d'entre eux, d'un État unitaire. Alors, évidemment, ça fait l'affaire des Occidentaux de supprimer l'Empire ottoman pour le remplacer par plusieurs pays désunis. Alors donc, on supprime un adversaire éventuel par la même occasion. Alors évidemment, les peuples arabes ne sont pas dupes de l'action des Occidentaux et ils expriment leur colère et leur indignation et se heurtent partout à une forte répression. Alors tout ça va amener donc un fort mécontentement au sein des populations arabes. Et donc, de ce fait, les révoltes sont nombreuses. Alors, il y aura une révolte en Irak en 1921, en Syrie et au Liban en 1925, en Palestine, il y en aura de nombreuses, on verra pourquoi plus tard, entre 1936 et 1939.
Et évidemment, du côté des puissances européennes, on supprime, on fait une forte répression sur ces révoltes-là. Et d'autre part, les Européens vont s'appuyer aussi sur les minorités, que ce soit les chrétiens maronites du Liban ou les musulmans alaouites, c'est-à-dire des chiites en Syrie, etc. Donc, on divise pour régner encore une fois et on s'efforce de rester au sommet de toutes ces populations-là. Et par la même occasion, les Occidentaux se lancent de plus en plus dans l'exploitation du pétrole. Hein, on sait que le pétrole est abondant dans plusieurs de ces pays. Alors donc, ça fait son affaire de commencer à exploiter notamment le pétrole en Irak. Alors les entreprises européennes vont finir par former un cartel qui va dominer toute la production pétrolifère de la région. Et au-delà de tout ça, au-delà de tous les problèmes qu'on vient de voir ici, il y a aussi le problème de la Palestine. Pour ce qui est de la Palestine, il faut reculer longtemps en arrière. Il faut savoir que le peuple juif avait été chassé de cette région depuis l'époque romaine. Alors, les Juifs, le peuple juif, de façon générale, vivait en peuple minoritaire, en religion minoritaire au sein de l'Europe. Dans ma série sur Zoom Civilisation, j'ai eu l'occasion de montrer à quel point la vie des Juifs a été difficile à certains moments de leur histoire, sans compter l'histoire plus récente, donc lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais reculons plus avant. Au cours du 19e siècle, plusieurs Juifs commencent à mettre de l'avant un mouvement politique qu'on appelle le sionisme. Le sionisme, c'est quoi? Donc, c'est un mouvement politique, comme je le dis, qui existait donc depuis le début du 19e siècle et qui avait pour but de créer un État juif en Palestine. Se sentant déracinés constamment de leurs origines, donc plusieurs Juifs désirent retourner dans leur lieu d'origine, donc en Palestine, pour former un État juif, donc où ils seraient les maîtres. Et donc, un lobbying existe depuis de nombreuses années quand, en 1917, le gouvernement anglais va décider de publier la déclaration Balfour, par laquelle il va finir par reconnaître les sionistes. Donc, il reconnaît le mouvement et l'Angleterre, à partir de ce moment-là, va autoriser à créer en Palestine un foyer national juif. Notez l'usage des mots foyer national. Il n'est pas question pour l'instant de créer un État. Alors, les Anglais n'ont pas encore donné cette permission aux Juifs. Notez aussi en passant, on l'avait vu précédemment, mais que les Anglais, à cette époque-là, contrôlent la région. Mais les sionistes entendent bien créer un État, donc ce lobbyisme continue de plus belle. Et dans cette foulée, va avoir lieu une importante émigration juive qui va se mettre en place. Alors donc, les Juifs, avec le soutien de l'administration anglaise, vont mettre en place des structures importantes en Palestine. Alors, on va créer à cette occasion-là des écoles, des hôpitaux, même une université et même une force armée. Alors, les populations juives qui s'installent en Palestine vont acheter massivement des terres où ils vont construire des villages fortifiés, ce qu'on appelle les kibbutzim, et dans ces villages fortifiés, ils n'embaucheront que de la main-d'œuvre d'origine juive. Alors évidemment, on se doute de la réaction des populations arabes qui habitent là depuis longtemps, donc les tensions sociales et aussi religieuses, il faut le dire, vont se multiplier entre les deux communautés, donc entre juifs et arabes. Et les arabes, qui sont pas tout à fait contents de la tournure des événements, vont se révolter entre 1936 et 1939. Mais peu à peu, comme les tensions se multiplient en Europe, la Deuxième Guerre mondiale s'en vient, les Anglais vont vouloir calmer un peu la région pour faire face à une menace plus importante à leurs yeux. Donc, ils vont commencer à accepter de réduire l'immigration des Juifs et ils vont promettre l'indépendance aux Arabes de Palestine. Donc, on essaye de calmer le jeu du côté des Anglais parce que Hitler commence à se manifester de plus en plus en Europe. On veut calmer le jeu dans cette région. Cela dit, au lendemain de la guerre, une fois que Hitler a été vaincu, la situation est maintenant complètement différente. Alors, les Juifs, durant la guerre, on le sait, ont été longuement et atrocement persécutés par le régime nazi. Le monde entier a découvert les camps de la mort, les camps de concentration. Alors, les sionistes peuvent de plus belle commencer à réclamer un refuge pour le peuple juif. Ils n'ont pas été à l'abri lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, leur argumentaire comme quoi ils veulent un pays seulement
comportement à eux commence à entrer dans les esprits. Donc, ils réclament un refuge pour le peuple juif, et ils veulent la reprise de l'immigration en Palestine. Alors, devant cette situation inextricable où est-ce que finalement le Royaume-Uni est un peu embêté. D'un côté, il y a toute la question des Arabes qui sont déjà sur place et le peuple juif qui a quand même des revendications. Alors, le Royaume-Uni va décider de se sortir de cette situation en transférant le dossier palestinien à l'ONU qui existe désormais. Alors donc, le Royaume-Uni se décharge de la Palestine, il remet ça à l'ONU et il annonce son intention d'évacuer le territoire prochainement. Alors, l'ONU est maintenant prise avec cette patate chaude. L'ONU va proposer un plan de partage pour les Juifs et les Arabes. Cela dit, ce plan de partage est jugé inapplicable par les populations arabes, alors que les Juifs acceptent le plan, les Arabes le refusent complètement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les Juifs vont toujours de l'avant malgré tout. Le 14 mai 1948, les Anglais vont quitter la Palestine. Et à cette occasion-là, le chef des Juifs à l'époque, David Ben Gurion, va proclamer la naissance de l'État d'Israël. Évidemment, pour les populations environnantes et locales, la création d'un État d'Israël sans le consentement des gens qui habitent déjà sur place est une chose inacceptable. Alors, les pays arabes voisins vont décider d'attaquer le nouvel État. Alors, c'est là que va commencer la première guerre israélo-arabe de 1948 à 1949. Alors, Israël est entouré de toutes parts et attaqué de tous côtés. Et, contre toute attente, la guerre est gagnée par Israël à la surprise générale. Alors, que va-t-il se passer dans la foulée de cette victoire inattendue de la part des Israéliens? Les Israéliens vont agrandir leur territoire, ils vont chasser des centaines de milliers de civils arabes de leur demeure, et ces déplacés, les Palestiniens, comme on les appelle désormais, vont s'entasser dans des camps de réfugiés où ils seront secourus par l'ONU. Évidemment, c'est une première victoire de la part d'Israël, mais cet État nouveau n'est pas sorti d'affaire parce qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis par la même occasion. Évidemment, à la base, c'est déjà un grave conflit, mais il faut voir ça de façon un peu plus large, parce qu'évidemment, le départ de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, de cette région, est emblématique de quelque chose de plus vaste. C'est que, en 1945, les puissances européennes sont de plus en plus supplantées dans cette région du monde par les États-Unis, d'où le départ de la Grande-Bretagne, éventuellement de la France, de certaines autres régions. Et donc, les États-Unis, qui sont en train d'entrer dans la guerre froide qu'on a eu l'occasion de décrire précédemment, donc les États-Unis établissent de plus en plus leur puissance dans la région. Et les États-Unis vont notamment conclure un accord avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite fournira du pétrole en échange de la protection militaire américaine. Et également, les États-Unis s'appuient aussi sur la Turquie. La Turquie va devenir à cette occasion-là membre de l'OTAN en 1952 et justement, les États-Unis vont en profiter pour placer des missiles éventuellement dans la région parce que la Turquie, on se rappelle, est située tout près de l'URSS. Alors, stratégiquement parlant, la Turquie est très intéressante pour les Américains. Donc, les États-Unis s'appuient sur la Turquie et ils s'appuient également sur l'Iran. Alors, l'Iran sera pendant de nombreuses années un allié des États-Unis dans le contexte de la guerre froide. Évidemment, l'URSS ne restera pas inactive dans une situation semblable. Hein? Donc, elle voit les Américains se placer placer leurs pions de plus en plus. Alors, l'URSS, pour prendre pied dans la région, va soutenir le nationalisme arabe contre les puissances coloniales. Alors, on verra l'Union soviétique notamment intervenir lors de la crise de Suez qui opposait l'Égypte à l'Angleterre et à la France. Et Moscou va également s'implanter en Syrie et au Yémen. En Syrie, où est-ce que la Russie est encore très influente de nos jours. Alors, dans ce contexte de la guerre froide, où les deux grandes puissances, les deux grands blocs de l'Est et de l'Ouest placent leurs pions au Moyen-Orient, Israël va finir par devenir le principal allié des États-Unis au Proche-Orient. Alors, Israël, à partir de ce moment-là, va recevoir une importante aide économique et surtout une aide militaire.
Alors, l'Amérique, à bien des occasions, va utiliser son veto au Conseil de sécurité des Nations unies pour empêcher toute condamnation de l'État hébreu. Le fait est que, oui, l'État hébreu, Israël, a besoin des États-Unis pour sa survie, donc en se faisant fournir une aide militaire notamment, et une aide politique avec le Conseil de sécurité, mais les États-Unis ont besoin aussi de l'État hébreu dans la région. Alors donc, ça leur permet de jouer un rôle majeur dans le Proche-Orient. Et donc, dans tous les événements qui vont arriver au cours des décennies suivantes, il faut toujours tenir compte du fait que Israël est un allié de base pour les États-Unis dans la région. Et dans la foulée de tout ça, en 1967, Israël va poursuivre sa politique d'agression. Israël va attaquer l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Et Israël a le vent dans les voiles à cette occasion-là parce qu'en seulement 6 jours, les Israéliens vont occuper la Cisjordanie avec Jérusalem-Est, le Golan, Gaza et le Sinaï. Suite à ça, l'ONU va voter la résolution 242 qui demande la restitution des territoires en échange de la paix et d'une reconnaissance d'Israël par ses voisins. Alors donc, le message qu'on envoie, c'est que oui, Israël pourrait peut-être restituer des territoires, mais en autant qu'on accepte le fait que l'État ait le droit d'exister désormais. Évidemment, c'est un refus chez bien des peuples, hein, et pour les années qui vont suivre, il y aura notamment Yasser Arafat qui va prendre la direction de l'Organisation de libération de la Palestine, ce qu'on appelle l'OLP, et qui va lancer des opérations de guérilla contre Israël depuis la Jordanie et puis du Liban. Alors donc, les Palestiniens, perdant de plus en plus la guerre contre Israël, qui est beaucoup mieux armé, beaucoup mieux défendu, les Palestiniens vont se lancer dans une guerre du désespoir et vont se lancer dans le terrorisme. Donc, comme on peut voir, la création de l'État d'Israël amène bien des bouleversements au Proche-Orient et l'ensemble des peuples arabes sont contre l'existence de cet État. Et évidemment, la supériorité militaire d'Israël a permis à cet État donc de survivre et même de prospérer aux dépens de ses voisins, mais éventuellement, ses voisins, certains d'entre eux, vont se lancer à l'attaque. Et c'est ce qui se passe en 1973 avec la guerre du Kippour. C'est que Israël va être attaqué à cette occasion-là par l'Égypte et la Syrie. L'Égypte qui est dirigée à l'époque par Anwar el-Sadat et la Syrie qui est dirigée par Hafez el-Assad. Alors, les deux pays unissent leurs forces pour attaquer Israël le jour du Yom Kippour, donc une fête juive importante, donc on attaque l'État par surprise. Et Israël, à cette occasion-là, parvient difficilement à les repousser. Elle va recevoir l'aide des Américains encore une fois, mais c'est une période difficile pour l'État hébreu. Alors, que va-t-il se passer dans la suite de la guerre du Kippour et de cette intervention américaine? C'est que certains États arabes vont décider d'intervenir d'une façon différente. Rappelons-nous que beaucoup d'États arabes possèdent du pétrole et ces États-là ont fini par s'unir dans une organisation qu'on appelle l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. Or, justement, en 1973, les pays de l'OPEP vont augmenter brutalement le prix du pétrole. C'est le premier choc pétrolier. Sachant que les États-Unis consomment beaucoup de pétrole, ça va avoir un effet considérable et négatif sur l'économie américaine. Donc, dans la foulée de ce choc pétrolier, éventuellement, on va assister à un rapprochement entre l'Égypte et Israël. Donc, on cherche à faire la paix. Alors, en 1978, le dirigeant de l'Égypte, Sadat, va finir par signer la paix avec Israël à Washington. Ce sont les fameux accords de Camp David. La motivation de l'Égypte à cette occasion-là, c'est de récupérer ces territoires qu'elle a perdus au moment de la guerre. Mais les conséquences seront difficiles pour sa position dans le monde arabe, parce que suite à ça, l'Égypte est désormais exclue de la Ligue arabe, et même que Sadat va être assassiné en 1981 par les islamistes. Plus tard, en 1982, Israël attaque le Liban, donc, et encercle les Palestiniens qui sont situés dans Beyrouth. Rappelez-vous que beaucoup de terroristes palestiniens se réfugiaient au Liban après certaines attaques contre Israël. Alors, Yasser Arafat et ses hommes vont devoir quitter le Liban à cette occasion-là, mais Israël laisse ses alliés chrétiens massacrer les civils palestiniens des camps de Sabra et de Châtillon. Donc,
tout va mal, autrement dit, dans la région. Et en fait, par la suite, dans les années qui vont suivre, les affrontements vont se multiplier entre Israël et les Palestiniens, peu importe où ils se trouvent. Toutefois, une tentative de paix sera tentée durant les années 1990 avec les accords d'Oslo qui vont être signés à Washington à la Maison-Blanche le 13 septembre 1993 par Isaac Rabin, le dirigeant d'Israël, et Yasser Arafat, le dirigeant de l'OLP. Alors, ces accords qui laissaient pointer un certain optimisme, ces accords reconnaissaient une certaine autonomie en matière économique et sociale aux Palestiniens qui disposeraient à ce moment-là, selon ces accords, d'un gouvernement qu'ils dirigeraient eux-mêmes, hein, le self-government. Et d'autre part, les accords d'Oslo prévoyaient aussi la création d'une autorité palestinienne et une reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël, et aussi une coopération économique israélo-palestinienne, et aussi le retrait israélien de la bande de Gaza et de la région de Jéricho. Alors, pour résumer tout ça, on s'entend entre Palestiniens et Israël pour reconnaître l'État d'Israël, mais reconnaître aussi l'État palestinien et donc amener une certaine coopération entre les deux. Donc, ces accords d'Oslo vont amener beaucoup d'espoir au sein de la population mondiale. Malheureusement, cet accord sera un échec pour plusieurs raisons complexes. Notamment, il y aura des retards importants dans l'application du traité. D'autre part, la droite nationaliste israélienne va dénoncer cet accord. Il y aura également des violences qui vont se poursuivre de part et d'autre. Et ultimement, Rabin va être assassiné par un extrémiste israélien. Bref, finalement, les accords d'Oslo seront sans lendemain. Et ce conflit de nos jours n'est toujours pas réglé. On comprendra la frustration de bien des pays arabes. Hein? On a vu précédemment de quelle façon la région a été divisée entre plusieurs pays sous l'autorité des puissances européennes. Par la suite, on crée l'État d'Israël sans consulter les voisins ou même les populations locales où le pays est implanté. D'autre part, les États-Unis interviennent régulièrement pour aider son nouvel allié. Alors évidemment, ces événements vont créer énormément de frustration et de mécontentement au sein du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Et qu'est-ce que ça va contribuer à créer? Ça va contribuer notamment à pousser la montée de l'islamisme. Alors, on dénonce de plus en plus, autrement dit, les puissances occidentales. Mais premièrement, qu'est-ce que l'islamisme? L'islamisme est une idéologie qui veut que l'action politique s'appuie sur le Coran. Et ce qui est fascinant de voir, c'est que l'islamisme peut prendre des formes conservatrices ou révolutionnaires. Ainsi, l'islamisme peut prendre une forme conservatrice au service du pouvoir, comme on le voit notamment en Arabie saoudite avec le wahhabisme. Mais des fois, l'islamisme peut prendre une forme plutôt révolutionnaire. Hein? Donc, l'exemple qu'on pourrait donner, ce sont les frères musulmans égyptiens qui voulaient renverser un pouvoir corrompu dans leur pays. Donc, l'islamisme prend plusieurs formes, de la même façon qu'on avait vu précédemment que le nationalisme prenait aussi différentes formes. Et donc, l'islamisme, en réaction à la puissance occidentale qui se mêle un peu trop des affaires proche-orientales et moyen-orientales, l'islamisme va se développer dans les années 1970. Et les islamistes vont acquérir une grande audience car ils dénoncent non seulement la misère, la dictature, la corruption et l'absence de développement. Et en même temps, ils dénoncent l'Occident. Ils dénoncent non seulement l'Occident, mais les valeurs occidentales. Et ils affirment défendre la culture arabo-islamique. Alors, on comprend le contexte politique, hein? Donc le politique se transfère sur le côté religieux. Et c'est sur ces entrefaites qu'éventuellement, en 1979, l'Iran, qui était chiite, donc l'Iran va connaître une révolution. Alors l'imam Khomeini va renverser à cette occasion-là le Shah d'Iran, donc le Shah qui collaborait avec les États-Unis et qui était très impopulaire. Donc on renverse le Shah et on va instaurer une république islamique où le pouvoir va être confisqué par le clergé. Et ce régime va se renforcer encore plus quand l'Irak va attaquer l'Iran. Donc, on sait que dans les périodes de conflit, les idées ont tendance à se radicaliser. C'est ce qui va arriver en Iran.
D'autre part, un autre événement va jouer un rôle important dans la montée de l'islamisme, la guerre en Afghanistan. C'est qu'en 1979, l'URSS va envahir l'Afghanistan et les Moudjahidines, c'est-à-dire les combattants, vont affluer de tout le monde musulman pour combattre le communisme athée de l'URSS. Alors donc, les djihadistes vont s'impliquer dans tous les conflits de libération nationale. On va assister à cette occasion-là à la naissance du Hamas palestinien et qu'est-ce qui va arriver? C'est que tous ces mouvements d'islamisme vont être soutenus financièrement par les pétromonarchies du Golfe Persique, notamment l'Arabie saoudite. Alors que se passe-t-il en somme? C'est que finalement, les Occidentaux ont tellement intervenu auparavant dans le Proche et le Moyen-Orient qu'on rejette l'Occident en bloc et on rejette la logique du bloc de l'Est et du bloc de l'Ouest et on veut trouver sa voie propre, mais dans la division évidemment. Alors, tout ça va amener des forces radicalisées qui vont lutter directement contre l'Occident. Et ça va finir par être perçu de plus en plus par des gens comme étant une guerre de civilisation.